Nous sommes le lundi 23 mai 2016. L'important concernant la question des femmes, c'est qu'elles-mêmes sont vouées à des changements, à une cyclicité. Et par conséquent, elles ont des comportements contradictoires d'une période à l'autre. Et c'est l'existence de ces comportements contradictoires qui aura conduit peu ou prou à renoncer à comprendre le phénomène féminin sur le plan psychologique. En réalité, ces contradictions s'inscrivent dans une psychologie que l'on peut parfaitement décrypter et définir et modéliser. C'est pour ça que plutôt que de sexopsychologie, il faudrait parler de gyno. Plutôt que de sexocyclologie, il faudrait parler de gynocyclologie. En fin de compte, le grand sujet, l'objet par excellence de l'astrologie, c'est le cycle féminin. Alors, j'en avais l'intuition dès le départ, si vous voulez, en m'intéressant à ce point-là à la question des femmes, mais ce n'est que maintenant que je comprends à quel point l'astrologie est une clé fondamentale du comportement féminin, pas du comportement masculin. Le comportement masculin est marqué, bien évidemment, par ce qui se passe au niveau des femmes, du moins tant qu'on accorde aux femmes une certaine importance, ce qui est assez inévitable quelque part, mais jusqu'à un certain point. Et ça dépend des sociétés. Alors, je reviens sur justement cette alternance du triangle sidéral et de la conjonction, en disant que le triangle sidéral renforce ce qu'on pourrait appeler l'idée d'un droit naturel, c'est-à-dire d'un ordre naturel des choses, qui en réalité est une seconde nature, bien évidemment. Enfin, c'est quand même un ordre naturel des choses qui se manifeste par lui-même. On pourrait presque parler de sociobiologie, de certaine façon, et qui en tout cas n'exige pas d'intervention extérieure, d'un chef, d'un État. C'est une position que j'appellerais, mais sans aucun caractère péjoratif, anarchique ou anarchiste. Alors, à l'inverse, la conjonction met en question, met en cause cet ordre naturel, entre guillemets, et insiste sur l'importance qu'il y a à intervenir, c'est-à-dire à non pas simplement laisser les forces en nous agir, mais les formuler en tout cas. Formuler par la parole, décrire les choses, et pas simplement les subir. Et c'est un peu l'opposition qu'on trouve dans Antigone, quand elle oppose le droit naturel au droit du tyran, au droit qui peut être décrété, et qui va être un droit assuré par l'homme, justement, par l'homme, le vir, le masculin. L'homme qui est là pour justement montrer les limites de ce droit naturel. De ce droit naturel qui est représenté et qui est incarné par les femmes. Et qui est un droit qui d'ailleurs suppose une subconscience, c'est-à-dire suppose un ordre intérieur extrêmement rigoureux, extrêmement rigide, mécanique, machinal, technique. Et la femme ne peut pas être comprise si on n'en perçoit pas la dimension technique. C'est un être technique, c'est un être biotechnique. Et effectivement, en phase du triangle sidéral, nous sommes dans ce champ de la biotechnologie. Et comme je disais récemment, lorsqu'il y a la conjonction, il y a la crise de cet ordre-là,
qui ne fonctionne plus, qui est en dysfonctionnement, mais qui l'est un peu de la même façon dont la nuit qui prend la succession du jour, la privation de quelque chose, le manque de quelque chose, l'hiver qui prend la succession de l'été, un certain type de nourriture qui prend le relais d'une autre nourriture. Enfin, il y a effectivement un cycle saisonnier qui affecte tous nos comportements, notre habitat, etc. L'androgyne, et la femme est androgynale par excellence, en tout cas elle descend, elle est l'héritière de cet androgynat, de ce monde androgynal qui est celui de la première création du chapitre 1 de la Genèse. L'androgyne, il n'a aucun scrupule à s'appareiller. L'appareillage, par exemple, porter des lunettes, c'est un acte androgynal. Celui qui n'est pas androgynal, il va chercher un lecteur. Il va demander à quelqu'un de lire à sa place. L'androgyne, lui, il veut être autonome, et donc pour être autonome, il faut qu'il soit appareillé. C'est un paradoxe, mais l'appareillage fait partie intégrante de la philosophie de l'androgyne, qui lui-même d'ailleurs est en quelque sorte le résultat lui-même d'une forme de technologie. Donc ce sont deux technologies qui se rejoignent. Une technologie extrêmement ancienne, et puis une technologie plus nouvelle qui vient renforcer le sentiment d'autonomie, qui fait que c'est l'homme orchestre, c'est celui qui est capable de tout faire. L'homme orchestre, en tout cas la femme orchestre. Et l'homme, lui, se méfie de ce genre de vertige d'autonomie, ce vertige de sphéricité, de complétude et de monade. Et il a une autre conception du pouvoir qui justement intègre l'androgyne. C'est-à-dire qu'il fait exécuter les choses par des robots, par des machines et par des femmes, mais il ne veut pas se charger lui-même. Or, s'appareiller, c'est se charger, bien évidemment. Hein. Celui qui s'appareille d'un ordinateur, qui s'appareille d'un téléphone portable, avec tout ce qu'il peut comporter, il est appareillé et il est dans une approche androgynale, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, c'est l'autosuffisance. Et ce n'est qu'en phase de conjonction, c'est-à-dire la moitié du temps quand même, et on renvoie à l'opposition entre Proserpine et Pluton. Proserpine qui correspondrait peut-être effectivement à la femme en l'occurrence, et qui est obligée de passer sous le contrôle de Pluton, de Hadès, la moitié du temps, à la suite d'ailleurs d'un accord qui a été conclu avec la mère de Proserpine, qui est Déméter, Cérès. Et donc on a cette problématique-là, qui a d'ailleurs complètement échappé à l'astrologie, puisque l'astrologie a ignoré jusqu'au XXe siècle, a ignoré totalement la dialectique mythologique de Proserpine et de Pluton et de Cérès, d'ailleurs. Cérès qui n'a nommé un astéroïde qu'en 1801, mais qui en réalité n'est entré dans l'astrologie qu'au XXe siècle, et même, je dirais, au milieu du XXe siècle. Alors, nous avons donc un monde, c'est intéressant parce que c'est actuellement, on en débat sur France Culture, on parle de Léviathan, on parle, aujourd'hui c'est la journée sur l'État. Et donc on a des professeurs d'histoire, de philosophie qui viennent parler des copies du bac, si on peut dire. Et par conséquent, ça nous interpelle, parce qu'en plus on nous parle de nature, mais ce n'est pas de la nature véritablement dont il s'agit ici. C'est de la seconde nature, c'est une nature totalement mécanisée déjà, de toute façon. La femme est un être mécanisé. Et en ce qui concerne, alors je terminerai là-dessus, la conception de l'État. Est-ce que l'État est fort quand il se dégage, ou est-ce qu'il est fort quand il s'approprie? Voilà la question qui est posée, que j'ai entendue ce matin, aussi bien avec Emmanuel Laurentin qu'avec Géraldine Justin-Savoie, dans Le Nouveau Chemin de la Connaissance. Alors, la fabrique de l'histoire. Et donc, moi, je pense qu'on peut tenir les deux positions. Moi, je disais l'autre jour que le pouvoir, c'est quand on peut le déléguer. Celui qui ne délègue pas, il n'a pas de pouvoir. Il a un pouvoir sur lui-même, il n'a pas de pouvoir social.
pouvoir social, c'est de dire toi tu feras ceci, toi tu feras cela. C'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que fait le chef de l'État. Il nomme des gens. Et en nommant des gens, il exerce son pouvoir. Mais en même temps, en nommant des gens, il se dégage, il délègue, donc il se prive quelque part de ce pouvoir, mais il l'exerce. Alors que, paradoxalement, lorsque l'État veut nationaliser, lorsqu'il veut tout contrôler, eh bien finalement, il n'exerce pas de pouvoir, quelque part, puisque il ne délègue pas, puisqu'il ne laisse pas les choses se faire. Bon, donc il y a une ambiguïté là que je ne vais pas approfondir davantage, mais il est clair que nous avons une dualité fondamentale, et il est dommage que ces discussions sur la dissertation ne mettent pas au centre des choses que nous sommes des êtres qui, du point de vue cyclique, oscillons constamment entre des problématiques complètement opposées, mais quelque part complémentaires. La cyclicité, c'est le grand absent de toutes ces discussions qu'on entend à propos du baccalauréat.